Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy et Caroline Pilastre. Rencontre au sommet pour la Chine et les États-Unis. Joe Biden et Xi Jinping seront face à face pour la première fois lundi prochain à Bali, à la veille du G20. Une rencontre qui, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, devrait permettre, je cite, de gérer de manière responsable leur rivalité et de travailler ensemble là où les intérêts concordent. Que peut-on attendre de cette rencontre, pour en parler avec nous? Jean-Baptiste Noé, directeur de la rédaction de la revue Conflit et auteur d'un livre qui vient de sortir, Le déclin d'un monde, géopolitique des affrontements et des rivalités, publié chez L'Artilleur. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Philippe Bilger, tour de table déjà. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Cécile, alors, a priori, mais je ne suis pas évidemment un spécialiste comme notre ami. D'abord, je suis incapable de prononcer le nom du dictateur chinois. Je ne vais pas tomber dans le ridicule. Non, mais il me semble que cette rencontre se déroule d'une certaine manière, pas au plus mauvais moment pour les États-Unis, dans la mesure où Joe Biden sort d'une heureuse surprise, enfin, par rapport à la catastrophe qu'on annonçait. Mais j'aimerais vous demander si, comment dirais-je, de la même manière que Poutine a bouleversé le jeu diplomatique classique en étant totalement atypique dans un monde civilisé, est-ce que ce leader chinois n'est pas le comble du cynisme et qu'il va avaler tout cru Joe Biden, ou est-ce que vous pensez à une résistance possible du président des États-Unis? Jean-Baptiste Noé. Joe Biden a réussi à résister aux républicains et la vague a été moins forte que prévu. Alors peut-être qu'il peut aussi résister à un autre rouge qui est Xi Jinping. On va voir ça lors de ce congrès. Jack Sullivan, qui est le secrétaire à la sécurité nationale, a dit qu'il ne fallait pas attendre grand-chose de ce congrès, de cette réunion. Donc je dirais que le débat est déjà quasiment clos. C'est toujours très paradoxal ce genre de réunion parce que à la fois ça sert à rien et en même temps c'est très utile. Ça sert à rien parce que c'est pas évidemment ça qui va résoudre tous les problèmes, ni qui va régler notamment la question de Taïwan. Et en même temps c'est aussi utile que les chefs d'État se rencontrent malgré tout, qu'ils puissent échanger entre eux. C'est quand même la première fois qu'ils se rencontrent avec Joe Biden président. Ils se sont rencontrés avec Joe Biden vice-président sous Obama. Ça permet malgré tout un contact, mais on sait bien que le gros sujet aujourd'hui c'est Taïwan. Le deuxième gros sujet, c'est la question de la monnaie chinoise, que les Chinois essaient de faire concurrence au dollar. Et ça va pas se régler lors de cette réunion. Donc ce n'est qu'un épisode dans la rivalité Chine-États-Unis. Elisabeth Lévy. Alors bonjour Jean-Baptiste. Nous appartenons au même groupe. Vous savez, Conflit appartient au même groupe que Causeur. Donc c'est un cousin en quelque sorte. Moi j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que dans le fond, on n'assiste pas encore une fois, ou est-ce qu'on n'a pas une nouvelle preuve de la marginalisation complète de l'Europe dans l'histoire en quelque sorte, et que les choses importantes se décident effectivement aujourd'hui entre Washington et Pékin. La deuxième chose, c'est sur Taïwan. On a le sentiment si vous voulez, là, aujourd'hui, alors je me réfère au papier que Gil Mireilli a écrit dans Causeur, et en gros, on se dit que pour les Chinois, si vous voulez, il y a presque une obligation, peut-être pas de faire la guerre, mais en tous les cas de récupérer politiquement Taïwan d'une façon ou d'une autre. En tous les cas, ça semble être dans leur logique. Et on voit pas très bien comment leur logique d'empire, leur logique de puissance, en tous les cas, pourrait se passer de ça. Et pour les Américains, il y a une obligation légale, juridique et politique de défendre Taïwan. Donc, est-ce qu'un conflit par Taïwan interposé, en quelque sorte, une nouvelle guerre de Corée, est évitable entre les deux à terme? Jean-Baptiste Noé. Eh ben ça c'est tout l'enjeu. C'est comme un film d'action américain. Vous savez, quand la bombe à retardement est lancée, la Chine a dit qu'elle voulait avoir conquis Taïwan pour 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Donc on a un compte à rebours entre 2022 et 2049. La question c'est à quel moment ils vont se décider à envahir, s'ils le font. Et c'est tout l'enjeu de l'Ukraine, c'est-à-dire que les États-Unis font tout pour affaiblir la Russie en Ukraine. C'est un message envoyé aux Chinois en disant « Regardez, on n'a pas abandonné l'Ukraine, on est prêt à mettre les moyens financiers et les moyens militaires et à utiliser nos alliés européens comme bouclier entre nous et les Russes. Et donc, si jamais vous attaquez Taïwan, on fera pareil à Taïwan, on soutiendra les Taïwanais.
Et cette fois-ci, on mettra nos alliés coréens et japonais en première ligne, sur la première ligne de front, pour vous affaiblir. Donc c'est un message très, très rude envoyé à Xi Jinping, et notamment Joe Biden a quand même précisé qu'il considérait Taïwan comme un État américain. Donc il défendrait Taïwan au même titre qu'il défendrait la Floride et le Texas. Il a dit hier que sa position sur Taïwan n'avait pas changé, c'était la même. Donc là, le sens des mots est fort, et il est évident que c'est la principale pomme de discorde entre les deux superpuissances. Et c'est vrai que l'Europe, pour répondre à la première question d'Elisabeth Lévy, là, l'Europe est mise de côté. C'est un appoint, mais c'est plus la puissance principale. Caroline Pilastre. Dialoguer, communiquer, lorsqu'on est les deux puissances mondiales, c'est toujours important en termes de diplomatie géopolitiquement parlant. Sans revenir sur la question taïwanaise qu'ont évoqué mes collègues, est-ce que vous pensez que M. Biden, en rencontrant le président chinois, aura une marge de manœuvre supplémentaire concernant Poutine et la guerre en Ukraine? Est-ce qu'ils pourront trouver un terrain d'entente concernant la future négociation? Alors ça, c'est la grande question, et la question, c'est surtout jusqu'à quel point la Chine va soutenir la Russie, sachant que c'est un soutien, mais c'est pas non plus un soutien inconditionnel. Le vrai sujet pour la Chine, c'est que la Chine est le premier propriétaire de terres en Ukraine. Avant la guerre, les entreprises chinoises avaient acheté beaucoup de terres pour avoir accès au blé, puisque la Chine manque de céréales. Donc la Chine a un intérêt aussi à ce que le conflit s'arrête, c'est que c'est pour elle un moyen de récupérer une partie de la nourriture dont elle a besoin. Et puis le deuxième intérêt, c'est qu'une partie des routes de la soie qui vont de l'Asie vers l'Europe traversent l'Ukraine, ce pôle de carrefour. Donc les Chinois apprécient quand même modérément cette guerre, parce qu'ils ont aussi intérêt à la paix. Donc il y a probablement la possibilité que les deux pays s'entendent. D'ailleurs, on voit aussi que la position américaine est en train d'être infléchie. Les démocrates ont quand même signifié à Zelensky qu'il serait peut-être temps d'envisager la négociation. Donc on voit bien qu'on a une inflexion, qu'on a un début de tournant, et que les grands commencent à s'impatienter un petit peu, et que on va arriver à un moment donné où, malgré tout le monde a intérêt à ce que les armes se taisent et qu'on arrive à trouver une solution. Jean-Baptiste Noé, entre le président chinois et le président américain, aujourd'hui, qui est le plus puissant des deux? Alors, ça dépend ce que l'on regarde. D'un point de vue politique, c'est le président chinois. Il a quasiment tous les pouvoirs. Il a purgé son parti, il a purgé son pays. Joe Biden, surtout que là, il a perdu la Chambre des représentants, donc il est limité dans sa politique étrangère. Et de fait, le président américain est toujours limité. Il a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Donc, sur l'action internationale, le président américain a moins de pouvoir. En plus, il a un mandat de 4 ans. Xi Jinping, il en a repris pour 5 ans, et ça fait déjà 10 ans qu'il est là. Donc, dans l'action, le Chinois a un avantage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même le jeu des alliances. Et la Chine est malgré tout assez isolée. Les Chinois ont des alliances par le fait qu'ils ont des intérêts économiques et qu'ils tiennent les pays d'un point de vue économique. Mais les Américains ont des intérêts, des alliances civilisationnelles, notamment avec le Japon, avec la Corée du Sud. Et puis malgré tout, sur le plan économique, les Américains sont toujours numéro 1. Et les États-Unis, c'est un peu un marronnier dans la presse, dans les médias. Ça fait 50 ans qu'on annonce la mort des États-Unis. On disait ça après le Vietnam, on disait ça au début des années 1980. On a dit ça aussi lorsqu'ils ont été éjectés d'Afghanistan. Le livre d'Emmanuel Les États-Unis sont toujours là. Et c'est toujours numéro 1. Et ça, on peut quand même pas leur retirer. Ils sont toujours numéro 1. Ils ont toujours la volonté d'être numéro 1. Quand on a la volonté, c'est plus difficile de déloger quelqu'un. Mais en face, les Chinois, eux aussi, ont la volonté, non pas d'être, mais de devenir numéro 1. Et ça, c'est problématique. En entendant au cours de débats des spécialistes de la Chine, réels ou prétendus, pas comme vous, eh bien, j'ai toujours entendu dire que la Chine, au fil des siècles, n'avait jamais eu une politique internationale agressive, qu'elle ne cherchait pas à conquérir, qu'elle était, j'allais dire, pacifique dans un certain registre. Est-ce que c'est vrai d'abord, et est-ce que ça n'est pas en train de changer avec le dictateur chinois, avec ses pleins pouvoirs durables qu'il a encore acquis récemment? Ça, il faut en parler aux Tibétains, qui se sont quand même fait envahir au début des années 1950.
et qui sont toujours aujourd'hui de l'orbite chinoise. Donc je pense que les Tibétains ont peut-être un regard un peu différent sur la question. On peut aussi poser la question aux Ouïghours qui se sont fait envahir, et aujourd'hui vous avez une politique démographique qui fait que les Han sont en train de devenir majoritaires dans la région des Ouïghours. Donc la Chine, c'est une puissance militaire et ils ont su, au cours de leur histoire, faire usage de la force militaire. Aujourd'hui, sur la frontière entre l'Inde et la Chine, vous avez régulièrement des accrochages. Ils font 5, 10 morts, 15 morts. Alors c'est pas grand-chose, certes, à l'échelle de la démographie chinoise et indienne, mais c'est quand même pas négligeable. Donc et puis la Chine est en train de s'armer. La marine chinoise progresse énormément, l'armée de terre aussi. Alors c'est vrai que la Chine est peut-être un peu plus calme depuis 50 ans, mais enfin ils ont purgé à l'intérieur. Malgré tout, l'histoire chinoise est aussi une histoire faite de batailles, de conquêtes. Et quand on a une armée, c'est généralement pour s'en servir aussi. Donc si les Chinois progressent militairement parlant, c'est pas uniquement pour défendre un ennemi, c'est aussi le moment venu pour éventuellement s'en servir. Si on parle climat, la Chine avait suspendu sa coopération avec les États-Unis. Est-ce qu'il y a une possibilité de changement? Là, on est en pleine période de COP27 où tout le monde parle que de ça. Est-ce que ça peut générer peut-être de nouveau des rapprochements? Alors ça, c'est une question typiquement européenne. C'est pas le genre de sujet qui se pose ni en Chine ni ailleurs en dehors des frontières de l'Europe. La Chine a des problèmes de pollution, des problèmes écologiques majeurs, notamment en pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols. Ils en ont conscience, ils vont essayer de résoudre ces problèmes en interne, mais participer à la grande quête mondiale pour donner de l'argent en Afrique pour décarboner ou pour faire ceci ou cela, ça c'est pas vraiment le sujet chinois. Donc ils participent à la COP par courtoisie, mais ce n'est pas leur priorité. Et une autre question, si vous avez une question. Non, allez-y, je vous en prie. Caroline Pilastre. Pareil, vas-y. Une dernière question. Aujourd'hui, le rapport de force entre les Chinois et les Américains, il est plutôt économique ou politique, puisque pendant des années, c'est l'Amérique c'est la Chine qui achetait les bons du Trésor américain, c'est-à-dire la dette américaine, et on est toujours un peu en situation d'infériorité par rapport à son banquier ou son créancier. Alors, c'est toujours le cas, mais ça dépend jusqu'à quel niveau on est endetté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à un niveau faible, c'est celui qui est endetté, qui est dépendant de son banquier. Ah oui. Et puis quand l'endettement est trop important, c'est le banquier qui devient dépendant. Évidemment. C'est le banquier qui dort plus, c'est ça? C'est ce que disait. Voilà, c'est le banquier qui dort plus. J'aimerais bien que ce soit mon cas. Je suis pas la seule. Il y a quand même une relation de dépendance. Certes, la Chine est économiquement puissante, mais elle a quand même besoin que les usines occidentales soient présentes chez elle pour donner du travail à ses ouvriers. Or, le chômage chinois est en train de partir à la hausse. Les Occidentaux ont commencé à délocaliser de la Chine vers le Vietnam, vers les Philippines ou vers l'Éthiopie pour le textile. Et ça, c'est quand même un problème pour les Chinois. S'il y a trop de délocalisation, les Chinois connaîtront un chômage important, connaîtront une désindustrialisation importante. Donc, c'est pas bon pour eux. Donc, on est quand même dans une relation où les deux bouts se tiennent. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé d'avoir été avec nous, directeur de la rédaction de la revue Conflit et le déclin d'un monde géopolitique, des affrontements et des rivalités. C'est chez l'Artilleur et c'est sorti en octobre. Là. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end parce que là, on vous a fait bosser aujourd'hui, mais c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Mais il nous en veut pas. Allez, dans un instant, on va jouer puisqu'on va parler du quiz et on va parler de l'actu, forcément, mais en jouant avec le quiz de l'actu. À tout de suite et bienvenue. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h.